Hello! Après la partie sérieuse à parler de nos différents jobs, il est temps de vous parler des paysages de l'île du Nord. Does everybody live in a dreamland? Is this dreamland all that we know? Swallowing us up in an avalanche, blurring these lines with smoke. They tell me that I should be a real man, but the only thing that I know is that I'll find my way out of this wasteland, 'cause this wasteland ain't home. Ça boum les followers? Moi, c'est Nico. Thomas, ce fainéant, en avait marre d'enregistrer sa voix, alors aujourd'hui, c'est moi qui le remplace, dans un épisode 100% IA. Sauf comme on est resté plus longtemps sur l'île du Nord et que les randos nous paraissaient souvent moins impressionnantes que sur l'île du Sud, dans cet épisode, on va vous présenter seulement la crème des randos sous forme de classement. Un petit top 10, les critères étant les paysages et le souvenir perso que ça nous a laissé. Et en même temps, on parlera des régions qu'on a traversées pour donner un peu plus de contexte. On commence directement en 10e position avec la Castle Rock Summit dans les Coromandel, région qui n'en est techniquement pas une à proprement dit, mais tellement touristique qu'on va la prendre à part. Elle est surtout connue pour ses plages et ses routes agréables à suivre en bord de mer, destination prisée en été, sauf qu'ici on est en hiver donc c'est calme. Avec les nouvelles fonctionnalités de Strava, on se trouve une petite rando en haut d'un rocher assez pointu, pas connu du tout. Let's go! On suit une large route pendant 90% de la rando, puis arrive la partie plus fun, la piste est pas entretenue et on se retrouve à quasi escalader la pente pendant 1 km. Autant vous dire qu'on va pas très vite et on se trompe quelques fois de chemin, mais on arrive enfin au sommet. On reste 2 à 3 bonnes dizaines de minutes à contempler la vue à 360 degrés. Il y a comme un fin brouillard, c'est assez particulier, mais ça donne de magnifiques photos. On redescend et une fois en bas, on fait un mini détour pour voir une cascade. On s'y attarde pas car le soleil commence à tomber. Et on passe ensuite à la 9e rando. Après notre passage avocado à Pukénui, on décide de faire une escapade dans l'extrême nord du pays, dans le Northland au Cap Ringa. Au final, on aura fait les extrémités nord/sud des deux îles, avec le Cap Palliser qu'on ne vous a pas présenté en sud d'île du Nord. Plusieurs de nos randos préférés se trouvent dans le Northland, peut-être notre région préférée de l'île du Nord au final, avec ses plages et côtes sauvages, ses multiples îles au large, sa chaleur, sa ville principale super agréable Whangarei, et aussi son phare mythique au Cap Ringa à la pointe nord du pays. Revenons à la rando, Romain et Diego sont également de la partie, comme c'est congé pour eux. Après avoir parcouru tout le pays, on peut vous dire que c'est magnifique partout en Nouvelle-Zélande. Ici n'en fait pas exception, niché entre falaises, plages et mer, de toute beauté encore. On se rapproche dans un premier temps du phare, pour ensuite faire une petite rando en atteignant la plage. Il n'y a pas grand monde dans toute cette immensité. Une fois sur la plage, comme c'est marée basse, on décide de marcher sur les rochers qui bordent la mer, et ça pendant quasi 500 mètres, le temps d'atteindre une petite grotte à l'abri de tous les regards où on finit par pique-niquer, petite sieste de 10 minutes, puis on rebrousse chemin. On a vu 2 magnifiques crabes rouges/mauves, sauf qu'un était mort et l'autre du mal en point, d'autant plus que Django l'a soulevé et fait tomber sur un caillou. Bravo l'ami. Après avoir tué le crabe, il décide d'aller voir une mini cascade. Mais échec de la mission, au final elle est inatteignable. Top 8, on revient dans le Coromandel en passant par l'activité phare de la région, donc la plage de Cathedral Cove. On se gare tout d'abord le long de la mer pour ensuite randonner sur la plage et en bord de falaise. Le paysage est déjà magnifique, mais non, on redescend ensuite jusqu'à la célèbre plage, puis on prend notre temps pour contempler l'arche, les énormes rochers dans la mer et la cascade. Si cette plage est aussi connue, c'est surtout pour son apparition dans Narnia et le prince Caspian au début du film quand il débarque sur la plage. Il n'y a quasi pas de vent et la météo est assez douce, du coup on décide de se poser et de profiter du soleil. C'est fou vu qu'on est en hiver à ce moment-là. On repart de plus belle pour prendre de la hauteur cette fois-ci et admirer la vue depuis une plateforme. Bref, encore un très bon moment dans les Coromandel. Après la rando post-avocado, voici la rando post-kiwi au Mount Maunganui dans la Bay of Plenty, région connue pour sa vie paisible en bord de mer, sa forte culture maori, ses sources chaudes volcaniques à Rotorua et sa grosse activité agricole avec le kiwi en vedette. Après une journée de taf une nouvelle fois écourtée par une organisation bancale, on se chauffe à faire une mini rando pour le coucher de soleil. Direction le Mount Maunganui, un ancien petit volcan maintenant inactif, toujours accompagné de la team Kiwi Mathieu, Sophie, Louisa Plus Martin. On grimpe au sommet de la colline, la vue est
magnifique et donne d'un côté sur la ville assez atypique car elle est entourée d'eau des deux côtés et de l'autre côté, on a vu sur les lagunes et les montagnes pour le coucher de soleil, le tout avec la mer juste à côté. On reste là un bon moment à voir toutes les teintes de couleurs sur l'horizon. On retourne de l'autre côté pour observer les lumières de la ville, puis on rebrousse chemin jusqu'en bas. Les estomacs sont creusés et l'idée de manger des pizzas le long de la plage émerge. C'est ce combo génial qui place cette rando dans le top 6 maintenant avec la délivrance Cove Track et le phare de Castle Point dans la région de Wellington, de la région de la capitale, surnommé Windy Valley en raison de ses vents forts qui balayent la ville. C'est aussi le Hollywood de Nouvelle-Zélande avec le Seigneur des Anneaux en vedette. Et c'est aussi notre point d'arrivée sur l'île du Nord. Revenons à notre rando. En dehors des foules touristiques qui consistent à atteindre le sommet d'un très gros rocher avec une vue de zinzin vers une espèce de presqu'île avec son phare et de l'autre côté les collines en toile de fond. Un régal. Le vent souffle assez fort tout là-haut et l'ascension est assez raide et vertigineuse. Mais ne vous inquiétez pas, on est prudent. On soupe ensuite pépère avec JC et on met le cap sur le phare en fin de journée pour observer le coucher de soleil et le début d'éclipse avec la lune rouge. Bon, on loupe le coucher de soleil car il tombe derrière les collines et on n'aperçoit pas nettement la Red Moon car la vue est plutôt brumeuse. Mais les couleurs dans le ciel et la vue atypique rattrapent tout ça car c'est magnifique. Black sand burning under my feet. Avant de rentrer dans le top 5, on voulait vous citer quelques mentions honorables. Et en première mention, on voulait vous parler de la partie qu'on a faite du Puakai Circuit, trek dans la petite région du Taranaki, connue pour sa superbe ville New Plymouth qu'on a bien aimé visiter malgré la pluie, mais surtout connue pour son volcan parfaitement conique, volcan qu'on a voulu tenter de grimper pendant une semaine, mais la météo en a décidé autrement et l'ascension était donc un peu trop risquée. Bref, nous voilà à monter les nombreuses marches du Puakai Circuit, le début est en forêt enchantée marécageuse. Et une fois sorti de la forêt, on rentre dans la brume des nuages. Quand il y a des éclaircies, on commence à voir l'horizon, la mer et New Plymouth. Lors de courts instants, on en profite pour voir le volcan. On arrive pour voir le mont Taranaki réfléchi sur un petit étang. Mais problème, il y a trop de nuages et il y a trop de vent. Donc l'eau est trop agitée pour voir le reflet du volcan. Échec de la mission et c'est pourquoi ça restera en mention. Deuxième mention maintenant, la Bell Rock Loop dans la région de Hawke's Bay sur la côte ouest, réputée surtout pour Napier, sa ville touristique reconstruite sous un style art déco suite à un tremblement de terre en 1931. Après avoir visité la ville, on a donc mis le cap sur le nord de la région pour escalader les énormes rochers photogéniques en bord de falaise avec une magnifique vue. On en escalade plusieurs pour avoir différents points de vue et profiter du paysage. Ensuite, on reste dans la région pour vous montrer les Temata Peak en troisième mention. Des pics maoris sacrés offrant un superbe point de vue tout le long des crêtes. La rando est étroite et en bord de falaise. On escalade plein de petites collines. C'est très sympa, tout ce qu'on aime. Et on finit la rando dans la forêt de Benchwood entourée d'arbres gigantesques. Et enfin, dernière mention, promis on revient au classement après, le trek de Wairer Fall avec une nouvelle région à vous parler, Waikato, région variée mais peu représentée dans ce top malgré qu'elle ruisselle de beaux coins. Connu pour Waitomo et ses grottes, qui au passage auraient pu figurer dans ce classement, ces petits villages mignons, les paysages volcaniques de Taupo, ainsi que son lac, ou encore Hamilton, quatrième plus grande ville du pays. Ici, rien de tout ça. On retrouve la team Kiwi avec Mathieu et Louisa pour de la grimpette en forêt avec supplément obstacle, pour voir la plus haute cascade de l'île du Nord, la Wairer Fall, le temps de prendre quelques clichés sympas, puis de redescendre. Encore un petit aparté, si vous vous demandiez pourquoi il n'y avait plus de plan drone dans cet épisode, c'est tout simplement parce que celui-ci a fait son envol. En effet, on a une nouvelle fois roulé avec la porte latérale du van ouverte et le drone a décidé de fuguer à ce moment-là. Malheureusement, on s'en est rendu compte le lendemain lors de la visite de cette petite cascade, 5 mois après notre arrivée en Nouvelle-Zélande, et malgré avoir fait machine arrière pour essayer de le localiser, impossible de le retrouver. Bref, adieu les plans sympas.
Revenons au classement. Accompagné de la team Pukenui Street, on se dirige vers Piha pour le top 5 dans le Council d'Auckland, nouvelle région à vous faire découvrir. C'est tout d'abord la ville la plus grande et peuplée de NZ avec un tiers de la population qui habite ici. On est surtout resté ici en fin de séjour en explorant les environs comme sa célèbre Sky Tower. La ville est construite sur des anciens petits volcans comme ici avec le Mont Eden. Apo, quant à elle, a du mal à se situer. On est dans Auckland là. Mais revenons dans la campagne, à Piha, on a d'abord fait un arrêt juste à côté, à Te Enga. Le sable est grisâtre et on gravit des dunes énormes pour atterrir après le long d'un lac où il fait bon vivre. Dans un second temps, on reprend la voiture pour se rapprocher de la mer et de ses plages noires magnifiques. Le soir au camping, on commence un docu-série sur l'histoire de la disparition d'Éloi, un jeune Français qui a disparu en 2020 à Piha, pile là où on se trouve. Le lendemain matin, on prend de la hauteur et on fait la rando la plus connue de Piha, celle qui fait qu'on l'a placée ici en top 5. Les points de vue sont magnifiques entre falaises et plages noires. C'est très spectaculaire. Quelques shootings photos plus tard, nous voilà arrivés à une magnifique double cascade. Une première petite qu'on s'amuse à escalader et une deuxième beaucoup plus grande qui ruisselle en plusieurs fractionnements. On rejoint ensuite l'immense plage de sable noir juste à côté. On rebrousse chemin et on dit au revoir à Diego et Romain car ce sera la dernière fois qu'on les croisera ici en Nouvelle-Zélande. On avance et en top 4, on retrouve la gorge de Karangaake dans le nord Waikato. C'était notre dernière rando avant de découvrir le monde des kiwis. On se retrouve à faire une petite rando dans un ancien site de mine d'or, le tout avec vue sur des gorges. Autant dire que c'est assez insolite, c'est l'atout principal de cette rando. On commence par prendre les ponts suspendus pour rejoindre un tunnel d'1 kilomètre de long. On se balade ensuite le long du cours d'eau qui est presque au même niveau que nous pour rejoindre l'autre partie du site. Vient ensuite les vestiges de la mine, une bonne partie des tunnels sont encore accessibles et gratuits et c'est ça qui fait tout le charme de la rando avec tout un réseau de tunnels et de rails pour transporter l'or sur des chariots. Bref, on a aimé la diversité de la rando et la découverte du site. Après avoir déposé notre québécoise préf chez son tonton, on se dirige vers notre top 3, la rando Duke Nose dans le Northland. On commence la rando qui est un parcours assez accidenté, donc très sympa à parcourir, avec aussi un max de boue. Le premier gros obstacle est qu'on doit traverser une rivière 2 fois, avec un marécage au milieu. La rando est plus longue que prévu et on sent qu'on va terminer tout ça dans le noir. On observe une fine mais grande cascade au loin, des champignons un peu partout, et on finit par rejoindre un bras de mer qu'on un petit temps. Les vues sont déjà pas mal le long de l'eau avec les jetées, les bateaux et les montagnes pointues au large. Arrivé au bout de la rando, il reste un petit kilomètre de grimpette pure, la dernière ligne droite pour monter tout en haut sur le Duke Nose. La toute fin est clairement de l'escalade où on peut s'aider d'une rampe métallique. Trop bien en vrai, au final c'est plus impressionnant à voir qu'à grimper ou alors on devient habitué. Mais bref, on arrive au sommet, seul au monde avec une vue dégagée à 360 degrés, incroyable encore. Petit shooting traditionnel, puis on rebrousse chemin. On finit par marcher 2 petites heures dans le noir. Heureusement, on a pensé à prendre nos lampes frontales, sinon impossible de voir quoi que ce soit. Cette fois-ci, petite thérapie boueuse, pieds nus entre les 2 traversées de rivière pour aller plus vite. Et comme prévu, on finit la rando sans batterie et dans le noir complet. Est-ce qu'on vous a dit qu'on aimait bien le Northland ? Car on y retourne une nouvelle fois pour la 2e place, la Rando Bream Head à Whangarei Heads, une des randos qu'on attendait plus dans le Northland à gravir tous les petits pics ici, et on n'a pas été déçus. Tout commence sur la plage côté est, on a déjà envie de s'y arrêter, or on vient de commencer, on procède au traditionnel lavage de chaussures pour préserver la forêt sur l'île du Nord, puis on commence à prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, et seul au monde, on arrive ensuite en forêt à visiter d'anciens vestiges de la Seconde Guerre mondiale et des petites montagnes avec des vues panoramiques sur les côtes. Arrivé tout au-dessus, on longe toute la crête et on admire tous les points de vue sur la mer qui s'offrent à nous. On escalade plusieurs rochers avec des formes assez spéciales car on est sur un ancien complexe volcanique. Franchement, que du kiff après cette longue montée. On part aussi en quête secondaire à contourner et se faufiler entre les roches. Petit pique-nique with a view. On continue de grimper et de descendre jusqu'à arriver sur la côte ouest. On traverse les pâturages de vaches en espérant ne pas avoir de problème car lors de la
rando précédente, on s'est fait bloquer l'accès par des veaux et maman vache n'a pas aimé qu'on se rapproche trop près de ses petits. Bref, nos soucis, bien que non filmé, on se repose un peu sur la plage, puis ensuite demi-tour. Le point négatif de cette rando est que pour rebrousser chemin, il faut soit reprendre le même chemin, mais les 1000 mètres de dénivelé positif ont eu raison de nous, soit prendre la route, mais ce n'est pas intéressant et il n'y a pas de trottoir. Heureusement, on se fait prendre en stop en 15 secondes, top chrono, de quoi bien finir la journée. On a tellement aimé la région que le lendemain, on décide de grimper en haut du Mount Mania malgré les jambes lourdes de la veille. La météo est magnifique pour monter au-dessus de ce lieu spirituel maori. On finit la journée avec une petite baignade dans la mer pour Apo et un petit feu de camp sur la plage à manger des marshmallows. Repos bien mérité. Maintenant, coup d'accélérateur pour le Saint Graal des randonnées, notre trek préféré de l'île du Nord et même de Nouvelle-Zélande, tout court le Northern Circuit Tongariro qui se trouve dans le Manawatu, région un peu moins incroyable avec Whanganui et Palmerston North en grosse ville, mais région qui se rattrape au nord pour ses volcans. Au final, seule la région Gisborne ne sera pas débloquée de la map GTA, bien que frôlée de très près. Revenons au plus ancien et emblématique parc national de Nouvelle-Zélande, connu également comme le Mordor avec ses 3 volcans, Tongariro, 1978 mètres de haut, le plus ancien, Nga Uruoe, 2291 mètres, la montagne du destin du Seigneur des Anneaux, aussi le plus imprévisible et le plus photogénique avec son cône parfait, c'est celui dont on fera tout le tour. Ruapehu, 2797 mètres, le plus massif sur lequel on peut même skier en hiver et aussi le point le plus haut de l'île du Nord. Pour être à la hauteur de ce paysage, on s'est dit qu'il nous fallait une randonnée de qualité. C'est donc vers l'une des Great Walks de Nouvelle-Zélande qu'on s'est tourné. 3 jours de marche avec notamment notre 5e et 6e dodo en hutte. On arrive donc à notre village de départ. On se rend directement au centre doc pour prendre des infos sur notre circuit, météo, refuge, histoire, etc. Une fois tout ça fait, on enfile nos gros sacs à dos direction le premier refuge. Après 3 km, on se rend compte qu'on commence la boucle à l'envers. Ça commence fort. Heureusement, rien de bien grave car c'est quasi la même direction. Et grâce à cette erreur, on peut apercevoir la cascade Taranaki pour la première fois. Notre première journée de rando est la moins intéressante, donc c'était pas plus mal de voir cette cascade. On arrive assez aisément au premier refuge, camp de base pour affronter notre second jour, le plus long et le plus intense. On fait la rencontre d'une Américaine qui nous raconte qu'un homme est décédé d'un arrêt cardiaque en haut de la montagne il y a 3 jours, de quoi bien nous rassurer pour ce second jour. Le deuxième jour, on se réveille avant le lever du soleil à 6h, comme la plupart des autres randonneurs d'ailleurs, car ils annoncent de la pluie en fin d'après-midi. Évitons donc cela. Départ une grosse heure plus tard où on se retrouve très vite entouré de roches volcaniques. On sent qu'on commence à marcher dans un autre monde. On fait quelques quêtes secondaires pour explorer à fond. On grimpe et la brume est de plus en plus présente. On grimpe et la vue se masque totalement. On ne voit plus à 100 mètres. On rentre dans une ambiance assez mystique. Durant ce deuxième jour, on est accompagné également des nombreux randonneurs qui font le crossing, c'est-à-dire la rando sur une journée considérée comme la rando à faire en NZ. On est quand même un peu triste de ne pas voir les vues magnifiques, sauf que, surprise, une fois arrivé presque au sommet, quelques éclaircies font leurs apparitions et waouh, on aperçoit le volcan qui lui a toujours la tête dans les nuages, les roches noires, orangées et l'horizon. C'est magnifique. Le fait d'avoir un reveal pile au bon moment comme ça, c'était trop bien. On continue et le brouillard est de nouveau de la partie, mais on a su apercevoir l'énorme cratère rouge vite fait. Un cratère encore actif avec de la fumée qui s'en dégage et une odeur de soufre omniprésente. Comme on ne voit pas grand-chose, on décide de redescendre pour enchaîner avec ce qui sera le clou du spectacle, les lacs émeraudes. Là encore, après quelques minutes de pause, les nuages s'en vont, laissant place au magnifique lac vert turquoise et au dégagement de fumée un peu partout. On se fait un bon shooting photo, puis on bifurque de notre route principale et on abandonne nos gros sacs le temps d'un instant pour aller voir un second lac. C'est ici que nos chemins se séparent avec les randonneurs d'un jour. On rebrousse ce chemin et on se fait encore quelques points de vue sur les lacs et les dégagements de soufre. Nous voilà maintenant seuls au monde pour entamer la descente. On est véritablement dans un désert volcanique, dans le Mordor. Parfois des roches noires poreuses, parfois des cailloux beiges très légers, ou encore d'autres fois des pierres roses, il y en a pour tous les goûts. Après une grosse heure de descente sous le soleil, nous voilà arrivés dans un refuge pour dîner.
Une pause bien méritée après toute cette grimpette. La vue de la hutte avec le volcan juste derrière est incroyable. Il y a même une petite cascade sur le versant. La route est encore longue et on ne s'attarde pas trop de peur que la pluie n'arrive. On doit encore marcher 3 bonnes heures jusqu'à notre campement. On ne se lasse pas du volcan et du désert volcanique malgré la fatigue qui arrive. À la fin, pour un peu de diversité, on retrouve un peu de verdure en forêt à traverser les quelques cours d'eau qui nous barrent la route. On arrive enfin au refuge après cette longue sortie de presque 9 heures. Le refuge est magnifique et beaucoup plus moderne que ceux où on a l'habitude de se rendre. Pour une fois, il n'est pas complet, donc on a vraiment pas mal de place. Quel luxe! On visite la hutte et observe une dernière fois la vue, puis au dodo Annick, on se réveille au petit matin et on commence par 2 petits détours, une rivière pour essayer d'observer les wiyos, des canards bleus qu'on ne verra malheureusement jamais, et une ancienne hutte, la plus vieille de Nouvelle-Zélande, qui a, par miracle, survécu aux éruptions. Ensuite, on termine tout doucement la boucle. Ce dernier jour est long, mais pas très compliqué. Les maux de dos et de jambes commencent à se faire ressentir. On fait un dernier détour au Tama Lakes. On recroise dès lors des randonneurs à la journée. C'est le retour à la civilisation. On repasse par la cascade de Taranaki, où on s'arrêtera pour faire un break et manger nos wraps. On finit alors la boucle de cette rando incroyable avec 57 km au compteur. On a un petit sentiment de satisfaction après avoir terminé la rando. On l'aura faite, notre Great Walk. Au final, voici nos classements rando sur l'île du Nord et l'île du Sud, ainsi que le classement confondu. On peut maintenant le dire, la Nouvelle-Zélande était un petit paradis du tramping. Maintenant, repos mérité, fini de vous parler de rando, ou presque. Bien que ça ait pris une place importante dans notre voyage, eh bien, on a tout de même fait d'autres activités et c'est parti pour vous présenter tout ça. Pour laver vos chaussures, vous devez tout d'abord, étape 1, utiliser la brush. Hop. Ça avec les chaussures. Et la même avec les chaussures. Étape numéro 2, on inspecte. C'est pas assez propre à mon goût. Je mets du produit. Je vais même brosser encore si c'est pas assez propre à mon goût. Oui, je vais souffler. C'est la même chose avec l'autre chaussure. On a quasi fini car nous passons à l'étape 3. Nous allons poser notre pied sur la plateforme et se faire désinfecter. C'est parti pour marcher en toute sécurité.